c'est quand on commence justement à être médiatisé et qu'on peut être, même quand on n'est pas médiatisé et qu'on est joli, en entreprise, on est victime de harcèlement. C'est ça. Une conductrice de VTC, ici à Abidjan, elle m'a dit oui, elle est conductrice de VTC. Je lui ai demandé naturellement comment ça se passe. Elle me dit mais très mal au quotidien. On lui verse les choses sur la voiture. Ça dépend de la place que la société même a donnée aux hommes. La femme, c'est l'esclave, limite, reste dans mon ombre. Quand je marche, tu suis. L'évolution du droit des femmes et leur place dans la société, c'est notre thème aujourd'hui dans Parlons Cash spécial 8 mars dédié aux droits des femmes. Loin d'être le mois de la femme ou encore la journée de la femme, nous allons mettre en lumière aujourd'hui les luttes et les victoires des femmes à travers l'histoire. Et pour échanger sur ce point, nous avons avec nous deux chroniqueuses que je vous présenterai plus tard. Mais pour l'instant, il faut savoir que dans ce thème, nous allons débattre et discuter autour de 3 points qui sont d'abord l'évolution du droit de la femme en Afrique et en Côte d'Ivoire, savoir la place de la femme dans la société et aussi dans la vie professionnelle. Donc, je vous présente mes deux chroniqueuses de Parlons Cash. Nous avons d'abord Nina, qui est consultante en communication et relations publiques. Bonjour Nina. Bonjour Maryse. Et nous avons à ma droite Rekia, qui est language consultante et consultante en communication. Bonjour Rekia. Bonjour Maryse. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans le bain de l'évolution du droit de la femme dans la société en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une première question pour mes deux chroniqueuses qui sont de savoir quelle est la place de la femme. Est-ce que la femme occupe une place importante dans l'entrepreneuriat en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire? Écoute Maryse, merci. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir parler de la femme. Oui, pour moi, la femme occupe une place importante dans l'entrepreneuriat en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Parce qu'on constate de plus en plus des modèles féminins de l'entrepreneuriat et dans divers domaines d'ailleurs, que ce soit la restauration ou la culture, enfin l'agriculture même, dans tous les domaines, il y a des femmes leaders. Donc moi, je pense en tout cas que la femme occupe une place importante dans ce domaine-là. D'accord. Et toi, Rekia? Pour moi, il est clair que la femme occupe une place importante dans l'entrepreneuriat en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une sorte de conscience féminine, si je peux le dire, où la femme s'est dit aujourd'hui, oui, je peux le faire, oui, je suis capable d'investir, oui, je suis capable de créer parce que autrefois, on lui avait plutôt inculqué dans les sociétés, par exemple, que oui, tu n'as pas droit, par exemple, à travailler, tu n'as pas droit à aller à l'école et j'en passe. Et aujourd'hui, cette prise de conscience féminine-là a vraiment pris de l'ampleur. Et oui, bien évidemment, la femme a une place importante dans l'entrepreneuriat en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais la question qui me revient est de savoir, quand on vous parle de place importante, qu'est-ce qui vous fait croire ou plutôt donner des réponses de savoir que la femme a une place? Quels sont les exemples que vous avez, que ce soit de femmes leaders dans l'entrepreneuriat, qui fait aujourd'hui que vous pouvez dire aisément que la femme a une place dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire? Les faits se constatent. Aujourd'hui, quand on regarde bon, je vais prendre ici parce que c'est ici que je maîtrise le mieux en Côte d'Ivoire. Quand on regarde les entreprises, je peux dire aujourd'hui 50% environ, ce sont des femmes. Et toi, Nina, qu'est-ce qui te fait dire que la femme a une place importante? Alors, moi, comme je te disais avant l'entame de cette émission, je ne suis pas très futée en chiffres. Enfin, je ne retiens pas facilement les chiffres, mais je sais qu'il y a des années de cela, en Côte d'Ivoire, il était très difficile d'avoir, par exemple, des femmes ministres. Voilà, nous avons eu une première femme ministre qui a lancé, comme on dit, cette cohésion au niveau de ce que les femmes font, au niveau de l'amour qu'elles pourraient avoir les unes pour les autres, en les soutenant, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vous pouvez constater que dans le gouvernement, on a approximativement 6 à 7 femmes sur 30 personnes. Ce n'était pas le cas il y a des années de cela. Donc déjà, ça, c'est un élément assez important. Et le ministère de tutelle, donc le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, justement travaille à la sensibilisation dans ce cadre-là pour que les entreprises étatiques puissent de plus en plus avoir des leaders, des dirigeants femmes.
Donc, on voit de plus en plus les entreprises étatiques avoir pour dirigeants des femmes. Au niveau des maires, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de maires femmes, il y a beaucoup plus de députés femmes. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des entrepreneurs. De plus en plus, les femmes entreprennent dans ce domaine. Et vous allez constater qu'il y a même des institutions qui soutiennent les femmes entrepreneurs, les jeunes femmes entrepreneurs. Donc, ce n'était pas le cas il y a des années de cela. Donc, c'est vraiment, pour moi, une bonne avancée. C'est vrai qu'on est encore loin du compte parce que quand on calcule selon les statistiques, et je l'ai dit, hein, je ne suis pas bonne en chiffres, faites pas attention si je me trompe, mais on est autour de 30% par exemple. Donc, ça demande encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail de sensibilisation. Tout à l'heure, vous avez parlé des médias. Il faut que les médias se chargent de faire cela, de faire la promotion de ces femmes qui sont leaders là, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin d'avoir des femmes leaders, des exemples de leaders, afin de pouvoir s'orienter dans des domaines différents. Voilà. Si je comprends bien ton point de vue, c'est que médiatiser justement la femme en tant qu'entrepreneur, en tant que femme dans son domaine d'activité est un point essentiel pour l'identification d'autres femmes à ces postes ou déjà à ces titres. Donc la question qui me revient du coup est de demander quelle est la place de la femme dans le plan médiatique. Au plan médiatique, est-ce que la femme se positionne en numéro 1 pour ce qu'elle a à donner ou juste pour ce qu'elle est? Parce qu'il y a des femmes qui sont, on va dire, devant pour ce qu'elles sont, comme les Miss par exemple, ou encore les femmes d'eux. Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes d'eux, qu'elles sont Miss, ministres, qu'elles sont médiatisées, ou alors c'est pour ce qu'elles ont eu à apporter ou qu'elles vont apporter? Donc, la place de la femme, quelle est effectivement, ou à votre avis, la place de la femme au niveau médiatique? La place de la femme au niveau médiatique, je dirais à la fois pour moi c'est du 50-50 parce que comme vous parlez de médiatique, ça m'emmène, c'est le plan de la communication. Et en communication, le visuel, c'est quelque chose aussi qui compte. Donc, on peut voir aussi son apparence comme une compétence quelque part pour celui qui a entrepris dans la communication, qui recherche un profil déjà de quelqu'un qui est présentable. Ensuite, vient les autres compétences au niveau psychologique, par exemple. Et du coup, toi, Nina, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, oui, bien évidemment que j'ai quelque chose à rajouter. La femme a une place importante au point de vue médiatique. Après, la question reste posée, c'est à quel niveau? À quel niveau des médias est-ce qu'elle occupe une place importante au niveau des dirigeants de ces différents médias-là? Est-ce que nous avons des femmes dirigeantes de médias qui se sont imposées en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier? Est-ce que c'est pas stéréotypé? Tout à l'heure, on parlait en off de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nous la connaissons toutes, nous sommes des femmes. Elle était à l'époque un exemple, un modèle, déjà pour son talent, pour ce qu'elle faisait aux États-Unis, mais elle était médiatisée. Pourquoi? Elle était médiatisée bien, pour son physique. C'était vraiment le premier élément qui était mis en avant. Donc, après, il faut voir à quel niveau. Ce n'est pas mauvais de mettre les femmes en avant parce qu'elles ont un beau physique, c'est tout à fait normal. Surtout quand on parle de médias, il faut parler d'attractivité. Il faut justement qu'on ait envie de regarder la télé, il faut qu'on ait envie d'écouter la radio. Donc, on veut avoir une belle voix. Vous pouvez avoir l'expérience, mais il faut que vous ayez quand même l'enveloppe charnelle assez agréable à l'œil. Après, voilà. Donc, c'est à quel niveau? C'est vraiment des problématiques à regarder. Est-ce que les femmes ne devraient pas avoir des places plus importantes? Je suis d'accord qu'elles occupent une bonne place dans les médias et qu'on les voit, mais est-ce qu'elles ont des places importantes? C'est vraiment à ce niveau-là, je pense qu'on devrait regarder le débat. D'accord. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il faut donner la possibilité aux femmes d'avoir beaucoup plus d'importance en background que devant. Mais il y a ce phénomène-là qui fonctionne beaucoup dans le monde du travail, le monde professionnel, qui est le beauty privilege. C'est-à-dire que dès l'instant que tu es une femme et que tu es une femme déjà, c'est comme si tu as des avantages par rapport à un homme, mais qui ne vont pas t'emmener forcément loin dans ce que tu veux accomplir. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà été confrontés? Ou alors vous connaissez des personnes, quel avis vous pouvez donner là-dessus? Parce que moi, je suis presque tout le temps victime de beauty privilège. Tu viens dans un endroit, il y a toute une file, juste parce que tu es une femme. Souvent, tu n'es pas forcément bien mise, mais parce que tu es une femme, on te dit « Ah non, viens t'asseoir ici, installe-toi là ». Est-ce que ça, c'est pas un frein justement à ce droit de liberté là que la femme cherche au travers du droit des femmes? Ou alors c'est, on va dire, c'est la nature qui nous fait du bien, qui nous fait grâce d'être femme justement. Quel est votre avis par rapport à ça?
Je crois que ça rentre encore dans le cadre de la présentation et de l'aspect physique, parce que même si on prend un homme, s'il est bien habillé en costume, il arrive dans un endroit, oui, ça existe ici dans les réalités de notre pays. Le vigile va chercher à le faire passer en avant, il va chercher à lui donner une place devant. Mais est-ce que c'est vraiment du beauty privilege parce que je suis une femme? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est plutôt au niveau de l'apparence et pas obligatoirement parce que je suis une femme. Non. Ok, d'accord. Et toi, Nina, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez complexe. Tout à l'heure, je réfléchissais. Déjà, être belle, pour moi, ce n'est pas mauvais. D'accord. Voilà, parce que moi, enfin, pour moi, la beauté est faite femme, en fait. On va dire ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un avantage à être femme. La preuve, l'industrie de la beauté est une industrie qui marche fort. Énormément. Voilà, donc on sait tous que la femme vraiment tient à son apparence. En tout cas, un peu plus que l'homme. Donc, pour moi, être belle, ce n'est pas un désavantage. Pour moi, c'est accepter d'être femme, accepter sa féminité, avec tout ce qui va avec, l'assumer, mais ça ne nous empêche pas d'imposer notre leadership. C'est ça. Voilà, donc, je ne pense pas que ce soit... C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Donc, dans ce sens-là, c'est positif. Ensuite, il y a l'autre sens, c'est quand on commence justement à être médiatisé et qu'on peut être, même quand on n'est pas médiatisé et qu'on est jolie, en entreprise, on est victime de harcèlement. C'est ça. Je n'ai pas envie de raconter ma propre histoire ici, mais sur 50 femmes, 30 femmes sont victimes de harcèlement sexuel et harcèlement moral. Donc oui, être belle, de ce point de vue-là, ça peut être un peu dangereux. Et après, il y a certaines femmes qui ont beaucoup de valeurs, mais qui sont stéréotypées automatiquement à cause de leur beauté. C'est ça. Donc, de ce point de vue, ça peut être un inconvénient. Voilà pourquoi je dis que c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Madame Nina disait, j'avais vu sur les réseaux une femme qui disait que oui, bon, désolée, c'est au niveau de ça concerne sa race. Elle disait... Être métisse, c'est difficile au quotidien, c'est pas si facile que ça. C'est compliqué de voir qu'elle se fait envier par d'autres. Or, c'est compliqué. Parfois, il y a des endroits où elle arrive pour se trouver du travail et on lui dit « Oui, comme tu es jolie, tu es belle, c'est trop facile. » On pense qu'elle n'a que ça à afficher, mais on ne cherche pas à creuser pour voir ce qu'elle peut offrir. Et moi, je pense que ce plan-là, ça nous limite quelque part. Ça nous met des barrières. Parce qu'il faut toujours chercher aussi à creuser pour voir ce que justifier finalement. On doit tout le temps se justifier parce qu'on est des femmes. Comme tu dis, l'exemple de la dame, oui. Juste parce qu'elle est belle, on lui demande de montrer plus. Donc finalement, est-ce qu'être une femme, c'est pas tout le temps se justifier? C'est pour dire, c'est parce que je suis une femme que je veux faire ça ou que je peux faire ça ou bien... naturellement, elle a perdu des opportunités pour ça. Mais, même si elle veut se justifier, mais... Je veux dire, si celui qu'elle a en face de lui, il est carré avec l'idée qu'il se fait de la femme, malheureusement, elle perd l'opportunité. Et c'est vraiment frustrant de voir qu'il y a des personnes qui vont penser comme ça et tu rates des opportunités. C'est vraiment... Et ça freine aussi. C'est ça. Ça freine aussi. Imaginez-vous une femme, par exemple, qui a un plan. Elle se dit, bon, OK, dans ma planification, au bout de 5 ans, je dois être apte à atteindre le niveau de directeur dans mon plan de carrière. Et elle s'est mise à rater plusieurs opportunités juste pour cette façon de penser. Ça va la retarder. Au résultat, on va voir qu'elle n'a même pas d'expérience et c'est malheureux. Et c'est ce qui existe aussi dans nos sociétés. Je ne sais pas si on en parle, je ne pense pas, mais c'est malheureux. Il ne faut pas qu'on limite la femme à ça. Elle a bien d'autres à offrir. Et quand on prend le corps de la femme, désolée, mais elle a aussi un cerveau. Donc, ça veut dire qu'elle réfléchit. C'est un être humain. Donc, voilà. C'est ça. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans différentes sociétés, ils ont donné la possibilité maintenant aux femmes, aux jeunes filles de pouvoir aller à l'école. Quoique, dans certaines régions, dans certaines cultures, c'est encore prohibé pour une jeune femme d'aller à l'école. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est vous, en tant que femme, est-ce que la possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir aller à l'école, choisir ses métiers, choisir le mari qu'on veut, choisir d'avoir des enfants ou pas, parce qu'il y a des femmes qui se sentent libres de décider ça, quoique souvent c'est sujet à polémique. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est normal, quand vous vivez dans une société où aujourd'hui tout le monde va à l'école en tant que femme, je peux aller au travail, je peux avoir des enfants, je peux avoir un mari.
Est-ce que pour vous, c'est normal maintenant que tout a été, on va dire, débloqué, ou pour vous, la femme, sa place reste encore limitée dans la société? C'est-à-dire, elle peut toujours rester à la maison, elle peut ne pas aller dans tel ou tel endroit. Pour vous, c'est quoi la perception que vous avez du droit de la femme? C'est-à-dire, la femme a des droits parce que c'est un être comme tout le monde, ou juste parce que c'est pas un esclave d'un homme, c'est-à-dire un homme époux ou un homme frère ou un homme patron. C'est quoi la conception que vous avez du droit de la femme en lui-même? Parce que vous êtes des femmes, nous sommes des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes femmes, on a des droits, c'est normal, comme tout être humain, ou alors on peut s'en passer? On ne peut jamais se passer de cela. On a des droits, on se sent libre. Vous avez dit ce mot-là, je pense que ça résume tout. Pour être libre, il faut passer par l'éducation. C'est ça. Il faut savoir lire pour pouvoir faire des choix. Et moi, je pense qu'on parle d'égalité des genres. Voilà, à l'époque, les femmes étaient vues comme des propriétés des hommes. Et aujourd'hui, elles sont vues comme des partenaires. C'est différent. C'est vrai, les choses voilà. changent. Un homme avait chez lui à la maison une femme qui lui appartenait. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Elle a le droit justement de donner son avis. Elle a le droit de décider d'avoir des enfants. Elle a le droit de choisir le nombre d'enfants qu'elle peut avoir, de faire le planning familial qu'elle veut. Vraiment, elle a le droit sur son corps. Et je pense que pour arriver à là, il faut passer par l'éducation. C'est indéniable. On ne peut pas dire qu'on veut parler de droits de la femme si les jeunes femmes ne sont pas éduquées. Donc, moi, je pense que c'est normal. C'est normal qu'on en arrive là. C'est normal qu'aujourd'hui, on parle d'égalité des genres. C'est normal que la femme soit la partenaire de l'homme. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est totalement dans la ligne de la réponse que je voulais. Donc aujourd'hui, les femmes sont considérées comme des partenaires, des hommes, des aides, des compagnons de marche, parce qu'on voit des couples aujourd'hui qui se marient et qui travaillent ensemble, voilà, qui investissent ensemble, qui sont partenaires d'affaires, et on en voit un peu partout. On a beaucoup d'exemples dans l'entrepreneuriat comme dans les entreprises familiales. Donc, c'est des choses qui existent. Maintenant, et toi, Rekia, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Alors, ce que je voulais rajouter sur ce que Madame Nina a évoqué tout à l'heure, bien vrai, il faut rester dans ce cadre tout en connaissant ses limites. Ne pas aller dans les extrêmes. Parce que moi, si je peux le dire, je suis contre les extrêmes. Okay. À un moment, ce n'est pas parce qu'il y a cet équilibre-là de la femme travaille, l'homme travaille, que aussi, par moment, il faut se dire, oui, je peux surpasser l'homme. Pour moi, il ne faut pas se dénaturer, il ne faut pas dénaturer l'être. Il faut se dire que pour moi, l'homme est un être naturellement autoritaire. La femme est naturellement un être d'émotion. Il faut rester sur ses natures tout en gardant cet équilibre et puis savoir se déléguer les tâches. Oui, toi, tu fais ça afin d'avoir un bon équilibre tant sur le volet professionnel que sur le volet matrimonial. Ok. Mais dire qu'une femme, dire que la femme est un être émotionnel ne veut pas dire que dans sa nature, est-ce que c'est pas dire que la femme est inférieure à l'homme? Mais bien sûr que non. Les hommes aussi, ils ont des émotions. D'accord. Les hommes, ils ont des émotions. La femme, sûrement, elle en a plus naturellement par rapport à l'homme. Et donc, ça peut pas... Qu'est-ce qui veut dire l'infériorité dans l'émotion? Parce que de nos jours, dans les sociétés, les gens disent que les femmes sont des sexes faibles, par exemple. Et lorsqu'on parle, comme tu disais, d'égalité des genres, lorsqu'on parle d'égalité des genres, il y a certains hommes qui se disent « tu veux être l'égal de l'homme, donc après toi à soulever des briques, un sac de ciment, parce que nous sommes égales ». C'est dans ce sens-là, je veux dire qu'une femme, ou les femmes en général, sont des êtres émotionnels, remplis d'émotions naturellement, ça ne fait pas des femmes un sexe faible vis-à-vis des hommes. Non, bien évidemment. Pas du tout. Les émotions sont une force. Ok. Donc avoir des émotions, pour moi, c'est quelque chose de divin. Voilà, moi, je suis pour ça. Je pense que les émotions aident beaucoup dans beaucoup de choses. Certains créateurs reconnus dans ce monde ont commencé leur entreprise ou leur projet d'entreprise par une émotion. Ils ont ressenti quelque chose, un besoin quelque part. C'est venu d'une émotion. Par exemple, quand on prend le cas de Marc, le créateur de Meta aujourd'hui, il était dans sa chambre à l'université. C'est quelqu'un qui était antisocial. Il n'avait pas d'amis. Il était vraiment dans son coin. Et il s'est dit, il faut qu'il se fasse des amis. Mais il était tellement timide, il s'est dit,
Je ne peux pas me faire des amis en me baladant parce que je ne suis pas le genre de personne à sortir. Donc, il a ressenti cette émotion-là, ce besoin de pouvoir être en contact avec les gens, cet amour pour les gens, comment créer la connexion avec les gens. Donc, je pense que la création du Meta est partie de là. Il est resté dans sa chambre, il s'est dit, je vais créer un réseau qui va connecter les différents élèves de l'école, de l'université de Harvard. Et puis, il a commencé par là et aujourd'hui, le Meta permet à tout le monde, monde entier de se connecter. Donc, pour moi, les émotions sont une grande force. Moi, dans mon entreprise, justement, je conçois des projets à partir de certaines émotions que je ressens. Et je pense qu'au lieu de le voir comme une faiblesse, on gagnerait à le voir comme une force. Pourquoi on dit en général que la femme a un sixième sens? Voilà. Et il faut pas, je ne suis pas en train de dire que la femme cherche à avoir la place de l'homme. L'homme, il a son hormone qu'on appelle la testostérone. C'est la force. Il a cette hormone-là. Et la femme et l'homme n'ont pas les mêmes hormones. Elle a sa manière, elle, de réagir. Quand elle est en colère, vous allez voir que les gens disent en général que la femme bavarde et parle beaucoup. Parce qu'elle, elle le manifeste déjà par sa voix, par comment elle s'exprime, elle fait ressortir ça. Mais l'homme, en général, quand il est en colère, il peut taper sur certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle de ne pas taper les femmes, voilà, d'apprendre à se maîtriser. Voilà, donc autant les émotions, ils peuvent penser que les émotions sont une faiblesse pour les femmes. De cette même manière, le taux de testostérone élevé peut être aussi une faiblesse pour les hommes parce que ça peut les emmener à devenir violents, à faire des choses qui ne sont pas correctes. Je dirais que nous sommes dans une société où on a besoin, pour moi, de ces deux éléments. On a besoin que ces deux éléments se mettent ensemble, que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de dire que les femmes veulent dominer les hommes. Elles veulent se retrouver aux côtés des hommes et pouvoir les accompagner dans leur mission et vice-versa, ou ensemble construire une mission. Sinon, pourquoi on a besoin d'une femme et d'un homme pour concevoir un enfant? On aurait dit que pour faire un enfant, on aurait besoin seulement des hommes. Donc, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la femme dans la société, les hommes en particulier, doivent venir compléter. Dans les entreprises, à 50-50%, c'est notre souhait qui est, s'il y a 100 employés, 50 femmes, 50 hommes, qu'on donne la chance aux femmes. Vous voulez monter des entreprises, vous voulez concevoir des projets, vous avez besoin de ces énergies féminines parce qu'il y a cette touche-là que la femme a, au-delà de ses compétences, qu'elle peut vous apporter. Donc, de plus en plus, pensez à cela. Voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. C'est très important. Quelque chose à rajouter? Oui, oui, bien sûr. Et j'aimerais bien rajouter que cela même peut tripler le développement des activités, tripler le développement au niveau de l'économie. Et quand il commence au niveau micro, après il devient macro. C'est ça. Donc moi, je me dirais, est-ce que ce n'est pas la non-prise en compte de la sphère décisionnelle de la femme qui emmène un retard quelque part dans le développement économique? Parce que qu'est-ce qui se dit quand on fait un projet? Quand on fait des projets, on dit qu'il faut l'implication de tous, il faut la participation de tous pour produire de meilleurs résultats. Mais si cela s'appliquait dans le comportement au quotidien, le fait d'impliquer les femmes dans les entreprises, le fait de les impliquer, donner leur voix à parler, que serait le monde? Je suis totalement d'accord. Donc, les femmes sont des êtres expressifs plutôt, et émotifs dans l'émotion, contrairement aux hommes. Et de ce que je comprends de vos interventions, c'est qu'il faut de la femme et de l'homme pour faire le monde. Donc, le droit de la femme, c'est-à-dire le droit a été accordé aux femmes depuis 1977. Je trouve que c'est un peu tard, pour ma part, parce qu'on est encore en 1900, c'est tard. J'estime que, et la question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi il a fallu qu'on décide, qu'on écrive que les femmes ont des droits. Pourtant, c'est censé être une évidence. En tant qu'être humain, je veux avoir vos avis, même par exemple dans la loi sur le mariage en Côte d'Ivoire. C'est seulement en 2013 qu'on a donné la possibilité aux femmes d'avoir le même rôle que les hommes dans le foyer. Pourquoi, pour les femmes, on doit attendre que quelqu'un se décide à écrire quelque chose pour se dire qu'on a des droits et que ce n'est pas une évidence? Selon vous, pourquoi ce n'est pas une évidence pour les femmes de se dire j'ai des droits, je suis libre de faire tel ou tel, mais on doit attendre un document officiel pour dire oui, je fais ceci parce qu'il y a une loi qui me demande de le faire ou qui me dit que je peux le faire. Pourquoi on arrive à ce stade-là en fait? Surtout que nous sommes des hommes comme les hommes petit h. Ce que je peux dire concernant cette question, c'est
Pourquoi? Parce que depuis le temps de l'histoire, on est dans une société patriarcale. C'est ça. Voilà. Vous savez, à l'époque, il y avait les guerres et autres. La femme était censée rester à la maison parce que elle conçoit, elle fait le bébé. Donc, on se dit déjà que comme elle conçoit le bébé, on ne va pas l'amener en guerre. Donc, on ne va pas lui donner des armes pour aller tirer. Donc, moi, je pense que c'est vraiment historique. C'est vraiment depuis de très, très longues années. Ensuite, n'oublions pas que nous sommes, surtout en Afrique, on est vraiment emprunt aux religions. Vous savez, dans la religion, pour ceux qui sont dans le christianisme ou qui sont musulmans, ils savent que dans la religion, la femme, le rôle de la femme est toujours un rôle sous l'homme. Voilà, secondaire, voilà, c'est le mot exact. Elle est toujours vue comme étant sous l'homme, toujours celle qui subit, qui accepte, à qui on donne des instructions et qui est censée, bien évidemment, les respecter. Donc, il y a ces barrières-là aussi qui sont là. C'est vrai qu'avec le temps, on essaie vraiment de briser ces barrières, mais ce n'est pas évident. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont peur de prendre la parole. Voilà, elles ont besoin de parler, mais elles ont peur. Elles se disent que si elles prennent la parole, voilà, elles ne se sentent pas vraiment puissantes, suffisamment fortes pour prendre la parole. Et c'est maintenant que les gens ont commencé à former aussi les femmes. Voilà, il y a certaines femmes qui ont du talent, mais qui ont besoin de développer ce talent à travers des formations, tout ça. Donc, tous ces éléments-là, c'est maintenant que les femmes ont commencé à se former à certains niveaux de leadership. C'est maintenant qu'elles s'imposent en politique. Donc, de plus en plus, on voit des modèles, même si on n'en voit pas trop. Ça aussi, je veux qu'on rebondisse là-dessus. Les modèles qu'on doit voir, comment les médias devraient vraiment mettre en avant certaines femmes pour permettre à la jeune génération d'avoir des exemples palpables. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est depuis longtemps. Voilà. Et donc, c'est normal si aujourd'hui, avec le constat qu'on fait, on voit que bon, la femme n'a pas vraiment une bonne place dans la société et puis on se décide quand même à voter des lois pour l'imposer dans la société. Il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas, entre culture, religion, formation, leadership, même les réseaux professionnels. Il y a plus de réseaux professionnels dominés par les hommes que les femmes. Donc, il y a beaucoup de choses, de stéréotypes pour moi qu'il faut vraiment briser. Voilà. Mais je pense que c'est historique, ça remonte à depuis très longtemps. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est des choses qui existaient avant qui ont impacté les hommes d'aujourd'hui, qui ne donnent pas leur place à la femme. Du coup, toi, Rekia, qu'est-ce que tu peux rajouter justement à l'intervention de Nina? Mais malheureusement, ce sont les stéréotypes qui sont bourrés dans l'esprit et qui deviennent une réalité. C'est le cas, mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, il faudrait vraiment avoir le courage de briser les mentalités quelque part et se dire que oui, il est temps, oui, je me lève, oui, c'est le moment. D'accord. Donc, c'est aux femmes, justement, de revendiquer la place qu'elles doivent avoir dans la société. Moi, je trouve ça un peu, on va dire, méchant, parce que lorsqu'on écrit des lois, lorsque le monde existe depuis longtemps, les choses sont limite évidentes. Mais dès l'instant où il s'agit des femmes, c'est comme si on doit nous mettre dans une case. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que dire que les hommes ont des droits, les hommes naissent libres et égaux, ne concerne pas du tout les femmes. Parce que dès l'instant où on fait des lois sur des femmes, c'est que dans la conception des lois, dans la conception du monde, les femmes ne sont pas considérées comme des hommes. Sauf si je me trompe. Parce que on ne peut pas faire des lois pour dire qu'on est libre de nos choix, de nos actions, dès l'instant où ça n'impacte pas un tiers. Mais quand il s'agit de la femme, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est médiatisé, c'est polémiqué. Par exemple, il y a un pays en Europe qui, en ce moment, les gens marchent pour avoir le droit à l'avortement. Enfin, quand on fait des lois où on dit on est libre et qu'aujourd'hui les femmes sont condamnées à ne pas avorter, est-ce que c'est pas nous mettre, on va dire, limite comme des êtres inexistants? Je pense personnellement que les femmes n'existent pas quand les lois sont préétablies. J'ai l'impression. Après, vous me dites si je me trompe. Qu'est-ce que tu peux dire, Nina, par rapport à ça? Bon, de ton point de vue, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Moi, j'y ai pensé aussi de cette façon. Voilà, c'est tout à fait normal quand tu fais un développement de voir toute cette facette-là. Mais ce que je regarde aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà, je dirais d'ailleurs même merci. Je suis dans une société aujourd'hui qui vraiment ouvre la porte aux femmes. Je pense que mon arrière-grand-mère n'a pas eu ce privilège-là que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, bon, je le reçois, je l'accueille. Et puis, j'essaie de faire ce que je peux, comme par exemple être ici avec vous deux
pour parler justement du droit de la femme. Donc, pour moi, c'est vraiment évolutif. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments forts à prendre en compte. La religion, il y a des pays où les femmes sont voilées. Moi, il y a des pays où tu arrives, je me rappelle, je suis allée à Dubaï et j'avais porté, je pense, un jean et tout. Et puis, je parlais avec un monsieur. Le monsieur me regardait comme ça. Parce que pour lui, je suis là et puis je suis habillée. Comme un homme. Limite. Voilà, comme un homme. Donc, il me regarde comme ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il paraît même qu'il y a des hôtels qui n'accueillent pas les personnes qui ne sont pas mariées. Si vous n'êtes pas marié, que vous partez, on ne vous reçoit pas. Voilà, donc la femme, c'est ça, les femmes ne parlent pas. Il y a des pays où les femmes ne parlent pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand l'homme parle, la femme n'a pas le droit de prendre la parole. On ne peut pas aujourd'hui, je pense que notre combat ne sera pas de chercher à savoir pourquoi il y a une loi et autres. On doit plutôt se concentrer sur comment on va faire évoluer les choses. Parce que cette femme voilée-là, qui ne parle pas, peut-être qu'elle a des souffrances, peut-être qu'elle est battue à la maison, peut-être que son mari l'a obligée à avorter 2 ou 3 fois alors qu'elle n'en avait pas envie. Peut-être qu'elle n'a même pas le droit de lui dire bonjour. Mais quand elle est dehors, elle ne peut rien dire. Donc, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai parlé du mot liberté. Pour moi, c'est le mot véritable. Quand on parle d'indépendance de la femme, c'est la liberté. Je veux me sentir libre de pouvoir dire ce que je veux, libre de pouvoir faire ce que je veux, de rentrer dans la profession dans laquelle j'ai envie de rentrer. Je veux être pilote. Je veux pouvoir être libre de dire que je peux être pilote, d'intégrer une école de pilote sans qu'on ne me dise non, ça c'est pas un travail pour les femmes, être pilote c'est vraiment un travail pour les hommes. Oui. Je me rappelle, je parlais avec un ami, je lui disais comme ça avant, j'avais envie d'être pilote. Il dit non, c'est impossible pour une femme d'être pilote parce que ben, tu en l'air là-bas, tu es énervé. Comme il parle dans le jargon chez nous, hein, tu en l'air là-bas, tu es énervé, tu vas aller balancer des gens sous la mer. Tu vois? Donc, pour moi, il y a ces stéréotypes-là. C'est ça, beaucoup de stéréotypes. La femme ne peut pas faire ce métier-là. Et c'est les choses que nous devons chercher à casser. Voilà pourquoi les médias doivent faire un travail. S'il y a des femmes pilotes, il faut qu'ils montrent aux jeunes filles, en communiquant sur cette personne-là, que oui, ça existe des femmes pilotes, oui, ça existe des femmes chefs d'officiers, des chefs d'armée, oui, ça existe des femmes qui sont marins, oui, ça existe. Vraiment, ils ont besoin de voir ça. Il ne faudrait pas qu'on présente seulement les femmes comme symbole de beauté, de glamour, et puis ce qui est normal. Voilà. Moi, je veux qu'on dise qu'elle est belle. Oui, ça, je ne peux pas contredire ça, parce que je suis pour la beauté, le glamour et tout ce qui va avec, l'esthétique, sans exagération, bien évidemment, mais je suis pour cela. Mais il ne faudrait pas qu'on nous mette dans ce carcan-là uniquement. On doit pouvoir apprendre à faire dire aux jeunes que nous pouvons aussi faire ceci ou cela. Donc, voilà un peu ce que je pense. Merci beaucoup, Nina, pour ton intervention. Vas-y. Et être apte à démontrer que c'est plutôt un plus, en plus de la beauté, en plus de l'esthétique. J'ajoute de l'intelligence, j'ajoute une bonne stratégie à créer des choses, j'ajoute j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et là, même pourquoi ça ferait même un être spécial. Parlons même de pilote. Moi, j'ai une anecdote. J'en ai une fois, j'avais vu une conductrice de VTC ici à Abidjan et j'ai eu à échanger avec elle. Elle m'a dit oui, elle est conductrice de VTC. Je lui ai demandé naturellement comment ça se passe. Elle me dit mais très mal au quotidien, très mal au quotidien. Et le fait même de penser qu'elle doit aller prendre encore le volant, c'est tout un calvaire pour elle. Pourquoi? Parce que sur la route, quand elle voit des collègues aussi du VTC qui sont des hommes, ils lui disent oui, elle veut leur créer de l'ombre, ou encore elle se croit trop homme pour prendre le volant et elle le vit très mal. On lui verse les choses sur la voiture. Franchement, c'est pénible. Donc, c'est comme s'il y a une sorte de voile, comme si on est aveuglé dans le noir et on devrait plutôt chercher à comment rendre ce voile moins transparent. Enfin, rendre ce voile plus transparent pour pouvoir voir les autres mondes. Peut-être l'autre monde, il est éclairé. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que j'essaie de montrer. Il y a une sorte de voile où on se refuse et on s'accepte les stéréotypes. C'est ça. Et je pense que ce voile existe depuis longtemps, hein. Depuis très longtemps, parce que ça dépend de la place que la société même a donnée aux hommes. Comme Nina disait tout à l'heure, dans la religion, les hommes, c'est les chefs.
Ils sont au-dessus de tout. La femme, c'est l'esclave, limite, reste dans mon ombre. Quand je marche, tu suis. C'est vraiment, je pense, ce voile-là vient de comment les hommes ont été traités, comment les hommes sont traités aujourd'hui. Parce que si tu as en face de toi une femme qui te tient tête, désolé, mais tu ne pourras pas dire quelque chose. Tu sens que vous avez la même capacité intellectuelle. Vous avez, si c'est dans le domaine intellectuel, dans le domaine, on va dire, physique, vous avez la même capacité. Moi, j'ai déjà vu une conductrice de bus, une conductrice, j'étais étonnée. Je me suis dit, comment elle arrive à tourner un gros objet comme ça? Mais te dire qu'elle, dans son domaine, ça sera compliqué avec les hommes. Mais finalement, elle va lui dire, mais tu peux rien me dire puisque l'engin que tu conduis, je conduis aussi. Donc, je pense que c'est un peu les mentalités accumulées qui nous suivent aujourd'hui. Et après, on a eu une évolution des droits, comme on en parlait tout à l'heure, où avant, ce n'était pas possible d'aller à l'école. Et aujourd'hui, on a la possibilité de choisir un métier d'homme et de faire de ça le métier de rêve. Voilà. Et je veux justement plonger dans ce dans quoi nous sommes pour demander pourquoi c'est difficile pour les femmes. Et ça, c'est notre dernière question aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile pour les femmes de pouvoir exceller dans le domaine dans lequel elles exercent? Pourquoi, à votre avis, c'est difficile? Alors, pour moi, disons que c'est une combinaison de stéréotypes, comme on l'a dit, et de manque de connaissances, malheureusement. Parce qu'il faut être informé pour savoir. Manque de connaissances, d'ailleurs, j'ai une anecdote. À l'époque, je postulais pour un poste en développement durable dans une multinationale dont je tairai le nom. Et en face de la RH, il advient où elle me pose la question, il arrive qu'elle me pose la question, pourquoi vous? Donc je me défends naturellement, pourquoi moi? Et étant donné que c'est un poste de développement durable, je lui dis parce que je suis une femme. Et elle se met à exploser de rire et elle me sort. Tu penses qu'il y a combien de femmes en plus aussi belles que toi qui sont passées là? Donc si vraiment c'est sur ce critère-là... Or moi je faisais plutôt allusion au développement durable qu'un domaine qui prend en compte, quand vous prenez les objectifs du développement durable, l'objectif numéro 5, il est en rapport avec l'égalité des genres. Exactement. Et en plus de parler de l'égalité des genres, il vient mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme pour dire oui, la femme a aussi sa place dans l'emploi, il faut lui donner une chance d'avoir de l'emploi, d'être autonome, d'être indépendante. Et moi, c'est plutôt sur ce angle-là que je dirigeais. Mais dans ce cas, malheureusement, il n'y a pas l'information, il n'y a pas de connaissance. Et ça, c'est vraiment à la limite... C'est dommage. Oui. J'étais à la limite scandalisée d'entendre ça venant d'une RH. Femme, en plus. Pour un poste en développement durable. C'était une femme. Mais oui. C'est un peu choquant quand même. Très choquant. Je tombais des nues. Et donc, dans ce cas-là, on est dans le cas où il y a malheureusement le manque de connaissances. C'est ça. Le manque d'informations. Et aujourd'hui, pour moi, ça ne doit pas être une excuse. Aujourd'hui, l'information est très accessible. Aujourd'hui, c'est la chose minimum même qui puisse exister. S'informer, puis voilà. Ok. Donc, ton mot de fin, Nina? C'est la formation. Voilà, je pense que les femmes, davantage en tout cas, parce que je sais, ont envie de se former. En tout cas, pour la génération actuelle, elles ont envie de se former, mais certains paradigmes de la société empêchent ces derniers-là de le faire parce que, naturellement, surtout en Afrique, hein, je parle pour nous, les hommes ont tendance à se dire que la femme est la seule responsable du foyer. Donc, eux, par exemple, ils ont beaucoup plus de liberté. Voilà, et je pense que ça fait partie des soucis que nous avons parce que déjà, à la base, on lui a déjà fait comprendre que le foyer, c'est la femme. Donc, elle est censée gérer toute seule, alors que ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, pour la femme, je ne parle pas pour les célibataires. C'est ça. Les femmes mariées, dans un contexte. monsieur devrait s'impliquer davantage dans la gestion de la maison, du foyer, des enfants. Mais ça permet pas à la femme d'avoir plus de facilité. Qu'est-ce que tu penses du fait que certaines personnes ne recrutent pas de femmes? Je vais terminer sur ça. Oui, bien sûr. Certains hommes, certaines entreprises ne recrutent pas de femmes parce qu'ils se disent, alors elle, dans 5 ans, voire même 1 an et demi, elle aura un gosse. Elle ne sera pas très productive, donc je ne la recrute pas.
On va terminer sur ça. J'aimerais avoir votre avis dessus. Parce qu'elle aura un gosse, elle ne sera pas Il y productive. en a qui décident de pas du tout Est-ce qu'il de y a plus productif sur la terre que faire la vie, créer la vie? Mais moi, j'ai une entreprise. Oui, je sais. Aujourd'hui, toi, Nina, tu te désertes parce que tu as quoi? 3 mois de congé. Oui, maternité. Finalement, tu tombes malade. Oui. Je ne peux pas te remplacer puisqu'en Côte d'Ivoire, c'est interdit de renvoyer une femme enceinte. Oui. Donc, j'attends que tu reviennes. Mais pendant ce temps, le poste que tu occupes, Oui. je te paye, mais tu n'es pas là. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je ne te recrute pas d'office parce que je vois déjà le schéma. Tu prends un intérimaire. Et je vais le payer l'intérimaire pendant que toi, je te paye. Le temps que je finisse écoute, je suis censée donner la vie. C'est ma nature. J'ai été faite pour ça. Si c'était les hommes, ce serait la même chose. Voilà. Et nous sommes les femmes, nous sommes conçues pour ça. On ne peut pas nous empêcher quand même de donner naissance à un enfant. Je pense plutôt que les entreprises, les sociétés devraient encourager les femmes qui vont au congé de maternité. Elle est là-bas, elle en a besoin. Ça ne veut pas dire que ça va agir sur sa performance. Et celui qui me recrute, est-ce qu'il est vraiment un manager? Parce que dans ses capacités de manager, il est apte à savoir que tout est question d'organisation et de savoir gérer. C'est comme si je me mets dans la peau de ce manager. Hein. Il se dit, ben, est-ce que cette femme-là pourra être apte à gérer après son foyer et puis sa vie professionnelle? Moi, je peux lui retourner la même question pour lui dire, OK, toi, en tant que manager, est-ce que c'est possible d'être manager et assumer de gérer ses équipes, de donner des directives? C'est un peu évident, c'est un peu nonsense to me. Donc, tout est question d'organisation et surtout le partenaire aussi, je dirais. D'accord. Le partenaire qui? Le mari de la femme qu'on n'emploie pas ou bien le partenaire? Oui, le conjoint. Parce que le mari, le comportement du conjoint peut jouer aussi sur le comportement de la femme en entreprise. Elle doit aussi avoir quelqu'un qui la soutient, c'est ça? Qui n'a pas une mentalité archaïque aussi de la femme. Donc au moins ce conjoint-là qui a un peu aussi réfléchi de sa façon pour comprendre que oui, ma femme travaille, oui, on doit un peu se léguer les tâches, chacun donner le rôle. Si c'est elle qui cuisinait... Qui cuisine? Qui cuisinait? Non, que lui, il cuisine maintenant, finalement. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Si c'est ma femme qui cuisinait et que maintenant, il y a le bébé, comment on s'arrange? C'est moi qui dois cuisiner, c'est moi qui dois... En tout cas, je ne vais pas rentrer, il existe tellement de schémas matrimoniaux. N'allons pas trop sur les terrains. Mais être apte à trouver, définir les rôles, avoir un bon conjoint et surtout une bonne gestion. C'est ça. Donc, il faudrait plutôt encourager les femmes dans ce sens. Donc, selon vous, les managers, les chefs d'entreprise devraient encourager les recrutements de femmes et comprendre que, on va dire, c'est un trait de caractère de donner la vie finalement. C'est-à-dire que dans la conception de la femme, Dieu, il a dit, elle sera comme ça, comme ça, comme ça et elle va avoir la possibilité de donner des enfants. Et donc, merci beaucoup mes chroniqueuses Nina et Rakia. Merci beaucoup d'avoir intervenu sur ce thème qui est l'évolution des droits des femmes et leur place dans la société. Nous sommes à la fin de ce Parlons Cash, édition spéciale 8 mars. Ce que nous devons comprendre et retenir aujourd'hui, c'est que le droit des femmes a énormément évolué depuis 1977. Il reste encore des lacunes qu'il faut combler, mais je pense que cela viendra si on en parle, on médiatise et on change les mentalités. Merci beaucoup et à la prochaine.